Quelle est la pire chose que vous puissiez imaginer arriver à un avion? Un incendie? Les moteurs, ou ailes qui se détachent, peut-être? Eh bien, si cela vous semble un peu trop irréaliste, alors vous devez absolument continuer à regarder. Restez avec nous. À l'automne 1958, l'un des plus grands bonds de l'aviation eut lieu avec l'entrée en service des premiers avions de ligne à réaction de Douglas Aircraft et Boeing. Le Douglas DC-8 et le Boeing 707 furent les premiers avions de ligne à réaction occidentaux produits avec succès. Et bien que le malheureux de Havilland Comet existait déjà depuis quelques années à ce moment-là, il restait encore beaucoup à apprendre sur la conception et l'exploitation de ces nouveaux avions plus grands et plus rapides. Notre histoire débute un an après l'arrivée de ces deux avions, à l'automne 1959, alors que Boeing certifiait l'une des premières versions améliorées du 737, le 737-220. Cette version a été conçue pour répondre aux exigences de Braniff International Airways, qui voulait des moteurs plus puissants pour les opérations par temps chaud et en altitude. Le 707-220 était donc équipé de 4 moteurs Pratt & Whitney. JT 4A3 turboréacteurs qui produisaient chacun 2800 livres de poussée supplémentaires par rapport au turboréacteur JT 3C6 de la version originale du 707. Cette variante deviendra obsolète avec l'arrivée des turboréacteurs à double flux plus puissants et efficaces que les modèles classiques. Ainsi, Boeing n'a finalement construit que 5 220 et ils étaient tous destinés à Braniff. Maintenant, pour préparer l'arrivée du nouvel avion, qui serait le tout premier jet de Braniff, la compagnie aérienne a d'ailleurs envoyé plusieurs pilotes à Seattle pour une formation de transition complète chez Boeing. Les équipages de Braniff ont d'abord suivi environ 160 heures de cours au sol où ils ont été initiés aux principes du vol à réaction ainsi qu'aux caractéristiques plus spécifiques du 707. Et en octobre 1959, les pilotes avaient terminé leur formation au sol et pouvaient passer au pilotage de l'avion réel. À cette époque, le 707-220 avait terminé les essais en vol pour la certification, mais attendait encore l'approbation finale de la FAA. Mais Boeing avait reçu l'autorisation de procéder à des vols d'entraînement initiaux afin que les compagnies aériennes puissent commencer à exploiter le nouvel avion dès qu'il serait enfin approuvé. Cela signifiait que le 19 octobre 1959, 8 personnes sont arrivées à Boeing Field, à Seattle, dans l'État de Washington, afin d'effectuer leur premier vol d'entraînement. Et le groupe comprenait 4 pilotes de Braniff, 3 pilotes de Boeing, ainsi qu'un inspecteur de la FAA. La mission était dirigée par un pilote d'essai et instructeur Boeing de 32 ans avec environ 5000 heures de vol, dont 369 sur Boeing 707. Ce n'était pas beaucoup d'expérience pour quelqu'un dans ce rôle particulier, d'autant plus que le 707 était déjà en service commercial depuis un an entier. Mais il possédait néanmoins toutes les qualifications requises. L'équipage Boeing comptait un copilote et un mécanicien navigant, celui de Braniff, 2 commandants de bord, un mécanicien navigant et un instructeur technique. Mais pour les besoins de cette histoire, nous allons principalement nous concentrer sur les 2 commandants de bord. Le premier avait 49 ans, avec un nombre impressionnant de 23 563 heures de vol qu'il avait accumulé au cours d'une carrière qui remontait au moins à 1936. Cependant, toute son expérience précédente avait été sur des avions à hélice, donc ce serait la toute première fois qu'il piloterait un avion à réaction. Le second commandant de bord, âgé de 43 ans, totalisait aussi 20 450 heures de vol et, comme son collègue, découvrait le 707. Le 8e et dernier occupant était l'inspecteur des opérations des transporteurs aériens de la FAA, qui allait voyager en tant que passager afin d'observer le processus de formation. Avant le début de la journée de formation, un plan de vol aux instruments avait été déposé avec un départ et une arrivée à Boeing Field, une zone d'entraînement définie au nord de Seattle et une autonomie en carburant prévue pour l'avion d'environ 5 heures. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire une pause et aborder un point que certains d'entre vous se posent peut-être. Pourquoi ces pilotes passaient-ils directement de la formation théorique à l'avion réel? Eh bien, c'est parce qu'en 1959, les simulateurs de vol n'existaient pratiquement pas encore.
Il existait quelques simulateurs très primitifs, mais ils ne ressemblaient pas du tout aux véritables avions. Ils servaient surtout à localiser tous les interrupteurs et boutons. Et aussi, puisque le Boeing 707 était un avion pratiquement tout neuf, il n'y avait certainement pas encore de simulateur disponible pour celui-ci. Cela signifiait qu'à l'époque, il n'y avait vraiment aucun substitut à l'acquisition d'expérience en conditions réelles. Et si l'on regarde les archives, il y avait beaucoup plus d'accidents lors des entraînements à cette époque, précisément pour cette raison. Quoi qu'il en soit, l'un des principaux objectifs de ces premiers vols d'entraînement était d'initier les pilotes de ligne à plusieurs dynamiques de vol qu'ils n'auraient jamais rencontrées auparavant. Puisqu'elles étaient assez uniques aux opérations sur avions à réaction, il s'agissait de particularités aérodynamiques avec des noms particuliers comme le McTuck ou le roulis hollandais par exemple. Et le roulis hollandais en particulier va jouer un rôle majeur dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, voyons cela de plus près. Un avion en vol peut tourner autour de 3 axes différents. Nous avons l'axe de tangage qui fait monter ou descendre le nez de l'avion, puis nous avons l'axe de roulis où une aile monte pendant que l'autre descend. En plus, l'axe de lacet fait bouger le nez de l'avion à gauche et à droite. Maintenant, pour cette explication, concentrons-nous sur cet axe de lacet. Lorsque l'avion, par exemple, effectue un lacet vers la gauche, l'aile droite avancera vers l'avant, tandis que l'aile gauche reculera vers l'arrière. Sur une aile en flèche comme le 707, l'air frappera l'aile droite avec un angle plus direct. Et cela, ajouté au fait que l'aile droite se déplacera également un peu plus vite que la gauche, augmentera essentiellement la portance de ce côté-là. Donc cette portance supplémentaire soulève alors l'aile droite, ce qui signifie qu'un roulis est également introduit comme effet secondaire. Ainsi, un lacet initial tend aussi à se transformer en roulis dans la même direction. Ça a du sens, non? Mais à mesure que ce lacet augmente, la force du flux d'air venant en face sur la grande surface plate du stabilisateur vertical augmente également. Finalement, cela fait revenir le nez dans l'autre sens, telle une grande girouette. Et lorsque le nez repart alors vers la droite, l'inertie va le faire continuer au-delà de la position neutre, provoquant un léger lacet à droite, jusqu'à ce que la force sur le stabilisateur s'inverse à nouveau, et ainsi de suite. Pendant ce temps, le cycle de roulis suit le cycle de lacet, mais avec un léger décalage, et cette répétition de cycles couplés de lacet et de roulis, c'est ce qu'on appelle un roulis hollandais. C'est en fait une caractéristique de tout avion, mais elle est beaucoup plus marquée sur les avions à ailes en flèche, pour la raison que j'ai expliquée précédemment, où cela pourrait en fait devenir assez dangereux. Mais avant d'expliquer pourquoi c'était le cas, une autre chose, ce qui peut être assez dangereux de nos jours, ce sont les différentes cybermenaces qui nous entourent en permanence. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si heureux d'avoir NordVPN comme sponsor. J'utilise Nord pour des choses comme changer virtuellement ma position afin d'accéder à tout type de contenu que j'apprécie, y compris des événements sportifs comme regarder jouer mon équipe de hockey préférée ou suivre la Formule 1. Et pendant que je fais cela en arrière-plan, Nord déploie plusieurs outils puissants de cybersécurité qui analysent les sites web à la recherche de logiciels malveillants, m'avertissent des tentatives de phishing et bien plus encore. Cela m'apporte une tranquillité d'esprit en voyageant et en utilisant des réseaux publics peu fiables. J'utilise aussi Nord pour vérifier les meilleurs prix sur les voyages, les hôtels et les voitures de location, car ils peuvent varier selon l'endroit d'où vous réservez. Assurez-vous simplement de vider votre cache entre chaque tentative. En ce moment, j'ai une offre exclusive rien que pour vous. En allant sur nordvpn.com, pilote, et en choisissant l'abonnement 2 ans, Nord offre 4 mois de couverture en plus, rien que parce que vous venez de ma chaîne. Et si finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous, eh bien ce n'est pas un problème. Nord offrant une garantie de remboursement de 30 jours, vous ne prenez donc aucun risque en essayant. Alors, rendez-vous sur nordvpn.com, pilote, ou utilisez ce code QR pour profiter de l'offre dès aujourd'hui. Merci Nord. Revenons à l'histoire. Les ailes en flèche sont nécessaires pour voler à des vitesses plus élevées, proches de la vitesse du son. Donc on les trouve généralement uniquement sur les avions à réaction. Même si les ailes en flèche accentuent le roulis hollandais, il faut comprendre que ce n'est généralement pas intrinsèquement dangereux. C'est très gênant et inconfortable pour passagers et équipage. La façon dont les ingénieurs aéronautiques conçoivent l'avion vise à ce que les caractéristiques du roulis hollandais soient soit stables, soit neutres.
Un roulis hollandais stable signifie que l'amplitude de chaque oscillation est plus petite que la précédente, finissant par tendre vers zéro. Un roulis hollandais neutre signifie que chaque oscillation a la même amplitude. Cela continuera tant qu'aucune action n'est prise, mais au moins cela n'empirera pas. Mais ce que les ingénieurs veulent absolument éviter, c'est ce qu'on appelle un roulis hollandais instable ou divergent. C'est évidemment là que l'amplitude de chaque oscillation augmente et pourrait donc s'amplifier jusqu'à ce que le contrôle soit perdu ou que la cellule se désintègre sous l'effet des forces dynamiques en jeu. Mais qu'est-ce qui déclencherait réellement un roulis hollandais alors? Normalement, cela arrive lorsqu'un événement, comme une rafale de vent, provoque un changement soudain de lacet et déclenche ce cycle répétitif. Cela signifie que si un avion est instable au roulis hollandais, une simple rafale de vent pourrait devenir un vrai problème. Pour cette raison, presque tous les avions de ligne, qu'ils soient instables, stables ou neutres, sont équipés d'un dispositif appelé un amortisseur de lacet. Dispositif effectuant en continu de petits mouvements de la gouverne de direction pour supprimer ou amortir tout mouvement de lacet non commandé. Sur mon avion, l'amortisseur de lacet reste toujours activé, faisant constamment des milliers de petits ajustements en vol. Et nous, les pilotes, n'avons même pas à y penser. Les pilotes de ligne étudient toujours le roulis hollandais pour leur licence de transport aérien, mais nous ne l'avons jamais réellement expérimenté, ni en simulateur, ni en vol. Parce que cela ne se produit vraiment qu'en cas de dysfonctionnement du compensateur de lacet, et même dans ce cas, les avions sont aujourd'hui en grande partie intrinsèquement stables. Mais les pilotes de cette histoire recevèrent une formation approfondie sur le roulis hollandais dès leur toute première leçon de vol. Alors pourquoi était-ce le cas? Eh bien, il s'avère que c'est une question vraiment intéressante. Dans les années 50, lors de la conception du Boeing 707, on connaissait bien moins la dynamique de vol. Et en partie à cause de cela, les premières versions du 707 présentaient effectivement une légère tendance divergente au roulis hollandais. Cette divergence n'était pas extrême. Chaque oscillation était seulement très légèrement plus grande que la précédente. Il faudrait donc un certain temps avant que le cycle soit vraiment dangereux. Mais cela ne se résoudrait toujours pas sans une intervention active du pilote. Maintenant, le 707 était équipé d'un amortisseur de lacet pour aider à gérer cela. Mais dans les toutes premières versions, il était assez primitif et apportait en fait ses propres problèmes. Vous voyez, les amortisseurs de lacet d'aujourd'hui sont conçus de façon à ce que les pilotes ne ressentent pas leurs interventions. Ils fonctionnent en gros de manière discrète et sans que l'on s'en rende compte. Sur les premiers 707, l'amortisseur de lacet transmettait ses interventions via les câbles de commande jusqu'aux pédales de gouverne du cockpit. En réalité, il n'y a que deux moments où le pilote a besoin d'utiliser les pédales de gouverne sur un gros avion de ligne en vol. Et c'est lors d'un atterrissage ou d'un décollage par vent de travers ou en cas de panne moteur, afin de contrer la poussée asymétrique. Lorsqu'une panne moteur survient, nous devons utiliser la gouverne de direction et effectuer un lacet vers le moteur en marche pour maintenir la trajectoire de vol stable. Mais sur ces premiers 707, l'amortisseur de lacet essayait alors de s'y opposer, obligeant les pilotes à exercer une pression excessive sur les pédales. À basse vitesse, l'autorité de contrôle diminue. Les pilotes doivent donc accentuer l'usage de la gouverne de direction pour obtenir l'effet voulu. Et cela se produit évidemment principalement pendant le décollage et l'atterrissage. Donc, dans ces situations, si les pilotes devaient également lutter contre l'amortisseur de lacet, alors la force nécessaire aux pilotes pour compenser une panne moteur pourrait simplement devenir trop importante, ce qui serait évidemment très problématique. Près du sol, avec très peu de marge d'erreur. C'est pourquoi, sur les premiers 707, la procédure standard n'était pas seulement de désengager l'amortisseur de lacet en cas de panne moteur, mais de le désengager de manière préventive. Pendant le décollage, jusqu'à la rentrée des volets, et pendant l'atterrissage lorsque les volets étaient entièrement sortis. Mais rappelez-vous, désactiver l'amortisseur de lacet exposerait l'avion au risque d'un roulis hollandais instable. Et ce n'est pas tout, le roulis hollandais est également aggravé sur tous les avions lorsque les volets sont sortis, ce qui est précisément la configuration dans laquelle se trouvait l'avion, ou dans ce cas, l'amortisseur de lacet avait été désactivé. Ainsi, connaître les caractéristiques du roulis hollandais, la réaction et la récupération étaient essentielles pour les premiers pilotes du 707. Malheureusement, cependant, la récupération d'un roulis hollandais n'est pas vraiment si compliquée. En gros, il suffit d'appliquer de l'aileron dans le sens opposé au mouvement de roulis.
Donc, si vous roulez à droite, vous mettez de l'aileron à gauche et le roulis finira alors par s'arrêter lentement. Avec cela, un certain mouvement de lacet va alors continuer, qui peut être arrêté en utilisant la gouverne de direction. Mais sur le 707, maintenir les ailes à l'horizontale suffisait la plupart du temps. Mais il y avait une petite vulnérabilité psychologique dans cette procédure. Vous voyez, parfois, cette procédure de récupération exigeait que les pilotes mettent de l'aileron du côté de l'aile déjà assez basse. En gros, si l'aile gauche était basse, mais que l'avion avait déjà commencé à rouler de nouveau vers la droite, eh bien alors, le pilote devrait en fait appliquer de l'aileron vers le bas de l'aile gauche tout en étant encore incliné à gauche afin d'arrêter le mouvement. Et cela semblerait assez étrange et légèrement contre-intuitif, surtout si l'inclinaison était très prononcée. Maintenant, bien sûr, si le pilote appliquait de l'aileron vers le bas de l'aile droite dans cette situation, il aggraverait considérablement le problème, en augmentant le taux de roulis au lieu de l'annuler. Donc, en gros, les pilotes devaient appliquer de l'aileron dans le sens opposé au roulis, pas seulement pour ramener les ailes à l'horizontale. Et cela va être extrêmement important à retenir alors que nous allons plonger dans l'histoire de ce qui s'est passé lors de ce vol en particulier. À 13h30, l'avion a décollé de Boeing Field et s'est rapidement dirigé vers leur zone d'entraînement au nord de Seattle. Et bientôt, les 8 occupants étaient également tous réunis dans le cockpit pour observer la formation. L'instructeur de Boeing, assis à gauche, a ensuite guidé le premier commandant de Braniff à travers plusieurs manœuvres basiques. Il a commencé par effectuer lui-même la manœuvre, puis a aidé l'élève pilote à faire la même chose correctement. En gros, c'est ce que nous, les instructeurs, appelons le patterning. Les premiers exercices étaient assez simples, mais rapidement les manœuvres ont commencé à devenir un peu plus complexes. L'instructeur a désactivé l'amortisseur de lacet et entamé la démonstration. Le roulis hollandais en configuration propre, donc avec volet et bec rentré. À grande vitesse dans cette configuration, le roulis hollandais étant modéré, l'élève commandant de bord a repris le contrôle grâce au conseil de l'instructeur. Mais ensuite, il était temps de démontrer le roulis hollandais à basse vitesse. Avec les volets sortis à 40 degrés, c'était la configuration dans laquelle les pilotes de 707 étaient le plus susceptibles de le rencontrer dans la réalité. Pour cela, l'instructeur a d'abord ralenti l'avion à 155 nœuds, puis a progressivement sélectionné les volets jusqu'à 40. L'altitude exacte de l'avion à ce moment n'est pas précisée dans le rapport d'accident. Peut-être car l'enregistreur de vol n'était pas encore branché. À l'époque, la réglementation fédérale imposait seulement un enregistreur de vol pour le transport de passagers, sans enregistreur de conversation dans le poste de pilotage. Mais on peut estimer que l'avion se trouvait probablement à une altitude relativement basse, quelque part entre 10 000 pieds, et au-dessus de la couche nuageuse qui était située à 4 000 pieds. Nous pensons cela car l'instructeur voulait s'assurer que le comportement de l'avion ne différait pas trop de celui en approche finale. À de plus hautes altitudes, on ne peut pas assez ralentir pour sortir les volets à 40 de toute façon. L'instructeur de Boeing a provoqué le roulis hollandais avec la gouverne de direction et les ailerons, faisant osciller rapidement l'avion comme d'habitude. Cependant, les angles d'inclinaison qu'il a utilisés pour le démontrer étaient très excessifs. Le manuel de formation de Boeing précisait que l'angle d'inclinaison maximal souhaité lors d'une démonstration de roulis hollandais était de 15 degrés avec un maximum absolu de 25 degrés. Mais dans ce cas, les actions du formateur de Boeing ont largement dépassé ces limites. Le formateur technique de Braniff s'est vite inquiété des angles d'inclinaison dépassant 25 degrés. Il s'est alors penché et a rappelé à son collègue, le formateur de Boeing, ses limites. Le formateur de Boeing a répondu qu'il en était conscient. Mais son acte a montré un profond mépris pour les raisons de sécurité justifiant ces limites. Comme le 707 était légèrement instable en roulis hollandais, débuter la séquence avec un grand angle d'inclinaison pouvait être dangereux, car il faudrait moins de temps pour que l'amplitude du balancement dépasse le seuil menant à une perte totale de contrôle. Nous devons également garder à l'esprit que ces manœuvres étaient effectuées dans le but de former le commandant de bord de Braniff, qui n'avait jamais piloté d'avion à réaction auparavant. Et maintenant, moins d'une heure après avoir pris les commandes de l'avion pour la première fois, on lui demandait de récupérer l'appareil alors qu'il se trouvait aux limites extrêmes de son domaine de vol contrôlable. C'est incroyable qu'en tant que pilote moderne, la récupération d'un roulis hollandais ait été enseignée dès le premier jour à l'époque.
Et il m'est encore plus difficile de comprendre pourquoi l'instructeur Boeing choisirait de dépasser intentionnellement les limites d'inclinaison latérale avec un tout nouvel élève pilote à ses côtés. Avec du recul, il y avait sans doute du machisme, une volonté d'afficher ses compétences à bord de l'avion de transport le plus avancé de l'époque. Mais bien sûr, nous ne saurons jamais vraiment ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Ce que nous savons, cependant, c'est qu'il a proposé d'échanger sa place avec les stagiaires pour que le pilote de Braniff puisse aussi vivre la récupération du roulis hollandais depuis le siège gauche. Le commandant de bord de Braniff a accepté et les deux ont alors échangé leurs places. Après cela, l'instructeur de Boeing a de nouveau initié la séquence de roulis hollandais et malgré le rappel des limites d'angle de roulis, il n'a pas non plus modéré ses actions cette fois-ci. En fait, il a fait exactement le contraire. Utilisant les commandes à leur pleine amplitude, il a maintenant transformé le vol en montagne russe avec des angles de roulis variant entre 40 et 60 degrés dans les deux sens. Le pauvre commandant de bord de Braniff a laissé se produire plusieurs oscillations avant de se ressaisir pour reprendre le contrôle. Et puis, il a saisi le manche à balai et l'a tourné complètement dans la mauvaise direction. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos du fait qu'il faut tourner dans le sens opposé au mouvement, indépendamment de l'aile qui est basse. C'est ça. Aile gauche toujours basse, mais en remontée. Il a appliqué l'aileron à droite, provoquant un roulis rapide et une inclinaison à droite de plus de 90 degrés en quelques secondes. Cela a évidemment poussé l'instructeur à intervenir et à tenter de récupérer la situation. À l'époque, les premiers pilotes de 707 apprenaient à sortir d'un roulis hollandais par des gestes brusques sur l'aileron. L'instructeur a donc réagi vite et avec force, finalement de façon trop énergique. Ces actions étaient si importantes qu'au lieu d'annuler le mouvement du roulis, il en a complètement inversé la direction. Et en très peu de temps, l'avion roulait maintenant encore plus vite vers la gauche qu'il ne l'avait fait vers la droite. Cela a été suivi par une série de tonneaux saccadés à droite et à gauche avec des changements de direction rapides. En l'espace de quelques secondes, à peine, l'instructeur s'était retrouvé dans une situation que nous appellerions aujourd'hui de graves oscillations induites par le pilote. Vous voyez, puisque notre cerveau réagit plus vite que l'avion ne répond à nos commandes, il est facile de surcorriger lorsqu'on essaie de récupérer d'une manœuvre non désirée comme celle-ci. Et cela s'explique par le fait que si nous ne voyons pas immédiatement la réponse souhaitée, nous avons tendance à ajouter inconsciemment plus de force sur les commandes, ce qui ne fait qu'amplifier l'oscillation. Dans certains cas, ces oscillations peuvent donc aussi devenir divergentes, c'est-à-dire que chacune devient plus grande que la précédente, jusqu'à la désintégration complète de l'avion. C'est aussi ce qui est arrivé au vol 587 d'American Airlines en 2001 que je n'ai pas encore traité sur cette chaîne, mais que je ferai. Dans ce cas-là, le pilote a effectué des actions de gouverne de direction de plus en plus importantes dans le sens opposé, jusqu'à ce que la charge latérale sur le stabilisateur vertical dépasse sa résistance ultime, entraînant une défaillance structurelle. Dans ce cas-ci, cependant, avec le pilote effectuant des actions de roulis opposées de plus en plus importantes, la plus grande contrainte ne s'exerçait pas sur l'empennage, mais plutôt sur les ailes, qui changeaient rapidement de direction à plusieurs reprises. Ces inversions étaient particulièrement éprouvantes pour les moteurs et leurs supports, car ce sont les composants les plus denses et les plus lourds de l'avion, ce qui signifie qu'ils possèdent beaucoup de quantité de mouvement et d'inertie. À un certain moment, la force nécessaire pour faire changer de direction à un moteur en mouvement rapide devient si importante qu'elle arrachera simplement l'aile. Et pour cette raison, les moteurs du 707 et en fait tous les moteurs à turbine sous l'aile ont été conçus de sorte que les fixations reliant le moteur à la structure du pylône cèdent avant l'aile. Et c'est exactement ce qui vient de se produire. Après plusieurs oscillations extrêmes, les fixations de pylônes des moteurs 1, 2 et 4 ont soudainement cédé, en raison de la surcharge extrême à laquelle elles étaient soumises. Dans le cockpit, 3 fortes détonations ont retenti et les 3 manettes de poussée sont revenues brusquement au ralenti. Elles sont alors devenues molles, les câbles de commande reliant au moteur ayant été sectionnés. Mais cela serait un problème ultérieur pour les pilotes. D'abord, il fallait reprendre le contrôle de l'avion. L'instructeur a finalement réussi à stabiliser les oscillations, mais lorsque l'avion a cessé de rouler, il était toujours en position inversée, le nez pointé vers le sol. Ainsi, pour récupérer, l'instructeur a continué à rouler vers la gauche, effectuant un tonneau complet avant de finalement revenir à l'horizontale. Dans une descente moyenne, avec la vitesse qui augmentait rapidement,
Heureusement, il a ensuite pu arrêter cette descente sans surcharger davantage l'avion. Mais il était alors immédiatement clair qu'ils avaient désormais perdu confiance en 3 de leurs 4 moteurs. L'inspecteur de la FAA s'est proposé pour retourner et regarder par les hublots de la cabine afin d'évaluer les dégâts. Et lorsqu'il l'a fait, il a rapidement constaté que les moteurs 1 et 4 s'étaient complètement détachés de l'avion et que le numéro 2 s'était partiellement séparé. Il était désormais incliné vers l'arrière, sa zone d'échappement pointée vers le haut, touchant les volets de bord de fuite sortis. En plus de cela, des incendies brûlaient maintenant dans tous les trous où les moteurs auraient dû se trouver, probablement à cause du carburant provenant des réservoirs qui s'est enflammé lorsque les moteurs sont tombés. Quand l'inspecteur est revenu au poste de pilotage pour le signaler, l'instructeur technique de Braniff a regardé l'aile gauche et a vu que le moteur numéro 2 était tombé et remplacé par un immense incendie alimenté par des conduites de carburant rompues. Pendant ce temps, au sol, des témoins dans la région du lac Cavanaugh, près de la ville d'Arlington, au nord de Seattle, avaient entendu l'avion au-dessus d'eux, mais n'avaient pas pu le voir à cause de la couche nuageuse. Ils avaient ensuite entendu un bruit fort et puissant, suivi de la vision troublante de 3 moteurs Pratt et Whitney JT4A tombant simplement des nuages, sans aucun signe de l'avion auquel ils avaient autrefois été fixés. Pouvez-vous imaginer cela? Quoi qu'il en soit, ces témoins ne pouvaient que deviner l'ampleur de l'urgence à laquelle l'équipage était désormais confronté à bord de l'avion endommagé. Le Boeing 707 n'était pas conçu pour maintenir l'altitude avec un seul moteur, mais cet avion était entièrement vide et privé du poids de 3 moteurs. Il aurait donc peut-être pu tenter de regagner un aéroport si ce n'était l'incendie violent qui était en train de ravager rapidement leur aile gauche. La perte de 3 générateurs avait également laissé l'avion pratiquement sans source électrique principale, ce qui rendait de nombreux autres systèmes inopérants. L'instructeur Boeing amorçait la descente, le commandant Braniff restait à gauche et le mécanicien Braniff laissait sa place à celui de Boeing. Alors que l'avion descendait sous la base des nuages à 1200 mètres, l'instructeur technique de Braniff aperçut le lac Cavanaugh devant eux et proposa un amérissage sur le lac. Mais l'instructeur Boeing pensait pouvoir trouver un meilleur lieu pour atterrir. Il dépassa le lac et descendit un affluent vers la vallée voisine de la rivière Stilanguamish. Dehors, les témoins virent l'avion sortir des nuages sans 3 moteurs. Et une énorme gerbe de feu jaillissait de son aile gauche, puis filait le long de la queue de l'appareil. À bord, l'ingénieur de vol de Braniff, l'instructeur technique de Braniff, le 2e pilote de Boeing et l'inspecteur de la FAA conclurent qu'un atterrissage forcé était imminent. Ils quittèrent donc le cockpit pour s'asseoir dans la partie arrière de l'appareil, tandis que le 2e commandant de bord de Braniff resta dans le cockpit et s'attacha sur l'un des sièges d'appoint restants. Ces choix instantanés sur la place où s'asseoir allaient bientôt avoir de lourdes conséquences pour les 8 personnes à bord de ce 707 endommagé. Les 4 personnes qui avaient choisi de s'asseoir à l'arrière se retrouvèrent rapidement avec une vue directe sur l'incendie qui prenait de l'ampleur. Il devenait si puissant qu'il fissurait les hublots et cloquait la peinture du stabilisateur vertical. Depuis la cabine, il voyait aussi que le feu avait percé l'aile, rendant visible toute sa structure interne, longeron, nervures et raidisseurs. En plus de cela, le feu avait également percé un trou dans les volets et détruit complètement l'aileron intérieur gauche. Le 707 était équipé d'ailerons intérieurs et extérieurs, mais il n'était pas indépendant. Les ailerons extérieurs étaient mécaniquement commandés par les ailerons intérieurs lorsque les volets étaient sortis pour améliorer le contrôle du roulis. Et lorsque les volets étaient rentrés, les ailerons extérieurs n'étaient pas utilisés du tout. Seuls les ailerons intérieurs fonctionnaient avec les spoilers. Cela signifiait donc qu'en raison de la perte de l'aileron intérieur gauche, l'aileron extérieur gauche était également perdu. Et le rapport final indiquait que l'aileron extérieur droit, pour une raison inconnue, ne fonctionnait pas non plus, mais il n'expliquait pas vraiment pourquoi. La meilleure explication que mon équipe et moi avons pu trouver, c'est que cela devait être lié à un problème concernant les volets. Mais nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Donc, si vous pensez connaître la réponse à cela, faites-le, moi, savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous y êtes. Quoi qu'il en soit, selon le rapport final, à ce stade, seul l'aileron intérieur droit et les spoilers extérieurs droits fonctionnaient, ce qui ne représentait ensemble qu'environ 3/8 du contrôle de roulis normal du 707. La gouverne de direction pouvait aussi provoquer un roulis via le lacet.
Mais cette option était compromise car les pompes hydrauliques, aidant les pilotes à actionner la gouverne de direction, ont cessé de fonctionner après la perte d'alimentation électrique. La gouverne de direction pouvait encore être déplacée manuellement grâce aux câbles de commande. Cela aurait demandé beaucoup de force physique. Cela posait problème car le moteur numéro 3, encore opérationnel sur l'aile droite, produisait une poussée asymétrique. Et en plus de cela, il y avait une traînée excessive sur l'aile gauche. Mais l'incendie avait aussi brûlé un trou de 3 mètres carrés dans l'aile. L'avion avait désormais tendance à partir en lacet et à faire tomber l'aile gauche. Elle produisait beaucoup moins de portance que prévu à cause du trou et des dégâts sur l'extrados. Les pilotes ont essayé de rentrer les volets de 40 degrés à 28, ce qui a légèrement amélioré le contrôle du roulis. Mais il y avait juste assez pour compenser la poussée et la traînée asymétrique auxquelles ils faisaient face. En approchant de la vallée de la rivière, les pilotes cherchaient maintenant désespérément un site d'atterrissage et ils ont finalement trouvé un champ ouvert qui pourrait être juste assez long. Mais leur avion était maintenant sur le point de se désintégrer et il fut bientôt secoué par une explosion alors que davantage de vapeur de carburant s'enflammait. Des morceaux fondus de l'aile gauche coulaient maintenant vers l'arrière le long du fuselage et tombaient également derrière eux, formant une traînée. En ralentissant pour l'atterrissage, les pilotes perdèrent davantage de contrôle à cause du flux d'air réduit sur les gouvernes. Et cela signifiait que s'ils ne réduisaient pas l'asymétrie d'une manière ou d'une autre ou n'augmentaient pas leur vitesse, ils perdraient rapidement le contrôle latéral et risquaient de partir en vrille. Mais augmenter la vitesse n'était pas une option. S'ils augmentèrent la puissance sur le moteur 3, ils ne feraient qu'aggraver l'asymétrie. S'ils prenaient trop de vitesse en descendant, ils s'écraseraient avant d'atteindre leur site d'atterrissage. Alors, à la place, l'instructeur de Boeing a maintenant fait la seule chose qui lui restait à faire. Il a coupé leur seul moteur fonctionnel afin de réduire l'asymétrie. Mais malheureusement, l'arrêt du moteur a également provoqué une augmentation de leur taux de descente. Et dans les toutes dernières secondes, il est devenu évident qu'ils n'allaient pas atteindre le terrain qu'ils visaient. Alors qu'ils descendaient dans la forêt dense et tempérée en dessous d'eux, l'avion a heurté les cimes de plusieurs arbres à 33 mètres, a traversé 120 mètres de terrain dégagé avant de percuter d'autres arbres. Un tronc d'arbre a sectionné les 5 derniers mètres de l'aile gauche, déjà très endommagée, provoquant un roulis rapide de l'avion vers la gauche lorsqu'il quittait la forêt et surgissait au-dessus des eaux peu profondes de la rivière Stilanguamish. L'inclinaison à gauche dépassait alors 45 degrés et l'avion a violemment heurté la berge opposée où une énorme boule de feu a englouti l'épave culbutant. La partie avant du fuselage a été complètement détruite par l'impact, mais la section arrière a continué sa course en traversant la berge. Puis elle est retournée dans la rivière et s'est finalement arrêtée dans les eaux peu profondes et caillouteuses. À leur grande surprise, les 4 membres du personnel assis à l'arrière de la cabine ont constaté qu'ils avaient tous survécu à l'accident et qu'un seul d'entre eux était grièvement blessé. Malheureusement, ceux qui se trouvaient dans le cockpit n'avaient pas eu cette chance. Ils avaient tous été tués sur le coup lorsque l'avion s'est disloqué après le premier impact. Le Civil Aeronautics Board, prédécesseur du Bureau national de la sécurité des transports, a conclu que la cause probable de cet accident était la surcharge structurelle des pylônes moteurs, en raison de commandes excessives exercées par l'instructeur Boeing. Cependant, les ingénieurs de Boeing et de la FAA ont aussi admis que des améliorations de conception auraient pu atténuer le problème. Non seulement les conséquences de la démonstration de formation ratée, mais aussi une partie de la nécessité de cette démonstration en premier lieu. En plus de réinsister sur la limite d'angle d'inclinaison de 25 degrés pour l'entraînement au roulis hollandais, Boeing, après cet accident, a également ajouté un système hydraulique de secours indépendant pour la gouverne de direction, qui fonctionnerait même sans alimentation électrique principale. Et encore plus important, Boeing a également augmenté la taille du stabilisateur vertical du 707 et ajouté une dérive ventrale afin d'améliorer sa stabilité directionnelle. Lors d'un tonneau, le mouvement de lacet inverse sa direction lorsque la charge aérodynamique latérale sur le stabilisateur dépasse un certain seuil. Augmenter la surface du stabilisateur permettait d'atteindre ce point à un angle de dérapage latéral plus faible, améliorant nettement la stabilité du 707 lors du roulis hollandais. Ensuite, les versions du 707 ont reçu un amortisseur de lacet moderne, fonctionnant sans bouger les pédales de direction et pouvant rester actif durant tout le vol. Aujourd'hui, un accident comme celui-ci ne se produirait pas pour 1 million de raisons différentes. Nous nous entraînons maintenant dans d'incroyables simulateurs de vol complets.
Donc un vol d'entraînement comme celui-ci n'aurait jamais eu lieu. Mais je pense qu'il est toujours utile de rappeler que sur les avions non équipés de commandes de vol électrique, il est et a toujours été possible de surmener la structure de l'appareil en effectuant des actions trop importantes et répétées sur le manche à balai. Les oscillations induites par le pilote comme celle-ci restent un problème occasionnel. Et il est extrêmement important d'éviter de déplacer rapidement les commandes d'avant en arrière, car les charges structurelles qui en résultent peuvent augmenter de façon incroyablement rapide. Donc, si vous êtes un pilote qui regarde ceci, c'est ce que je veux que vous reteniez. Maintenant, pouvez-vous imaginer être à bord d'un vol où les pilotes s'amusent littéralement à l'avant? Je suppose que vous éviteriez probablement cela si vous le pouviez. Mais comme ma prochaine vidéo va le montrer, cela arrive, parfois avec des conséquences assez intéressantes. Et si vous voulez voir cette vidéo tout de suite, scannez ce code QR ou rendez-vous sur patreon.com. /, Montour Pilote, mes mécènes sont en train de visionner cette vidéo en avant-première et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez également. Je suis Peter Ernfeld, vous regardez Montour Pilote. Passez une excellente journée où que vous soyez. À la prochaine. Au revoir.